Bonjour, aujourd'hui je vais aborder une variante secondaire de la défense Alekhine à partir d'une partie de référence. La défense Alekhine, c'est après E4, la réponse cavalier F6. Je ne fais pas réexpliquer ici les idées générales de cette ouverture, puisque j'ai déjà publié une vidéo synthétique à son sujet. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus pour y accéder. J'ai par ailleurs analysé les différentes variantes de manière plus approfondie dans la playlist consacrée à cette défense. Vous pouvez aller la consulter elle aussi si vous découvrez l'Alekhine. Entrons donc sans plus tarder dans le sujet du jour, qui est la variante de chasse. Ce nom n'a rien de mystérieux puisqu'après E4, cavalier F6, les blancs vont choisir de chasser plusieurs fois le cavalier noir, par E5, puis C4, et enfin par C5. C'est ça la variante de chasse. C'est une variante pas très répandue, mais si on ne la connaît pas, on peut vite se retrouver dans des positions inférieures. Le cavalier est obligé, évidemment, de revenir sur sa case centrale. Il contrôle plusieurs cases intéressantes dans le territoire des blancs. Par conséquent, si les blancs veulent prétendre à un avantage, ils vont devoir s'en prendre à ce cavalier et le forcer à s'échanger. Il y a deux méthodes pour cela, soit fou C4, soit cavalier C3. Mais les deux coups reviennent en pratique au même, souvent ça transpose dans la même variante, à condition que les noirs ne se trompent pas. Si les blancs commencent par cavalier C3, il faut faire attention et ne pas commettre une erreur qui serait déjà assez grave. Cette erreur serait cavalier prend C3, parce qu'après D prend C3, les blancs accéléreraient leur développement, puisque D prend C3 permettrait au fou de se développer au prochain coup. Et plus grave que ça, dans cette position, on constate que les noirs ont échangé la seule pièce qui était développée, alors que cette pièce avait coûté 5 temps. C'est-à-dire qu'elle a joué 5 fois. Tout ça pour rien. On n'a rien obtenu en échange de la disparition de cette pièce, puisque rien d'autre n'a été développé dans notre camp. On peut dire que l'échange en C3 va à l'encontre des principes de l'ouverture. Je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai faite sur le livre de Nimzowitsch, Mon système, où il parle des questions de centre et de développement, et en particulier de la question de la perte et du gain de temps. Par conséquent, les noirs vont devoir maintenir leur cavalier en place au centre. On va accepter l'échange, si jamais les blancs veulent le faire, mais on veut obtenir quelque chose en contrepartie. On doit donc jouer E6. Comme ça, si jamais les blancs échangent eux-mêmes en D5, pensant se débarrasser de la pièce qui a dépensé beaucoup de temps, alors on sera tout content de reprendre du pion E, on va poster ainsi un pion en plein centre, et on récupère le contrôle de deux cases importantes. En plus, cela ne nous empêchera pas de contester ces deux pions en jouant assez rapidement D6. On peut donc dire qu'après E6, c'est au tour des blancs de ne pas avoir vraiment intérêt à échanger en D5. S'il joue fou C4, on revient à la partie qu'on va étudier aujourd'hui. S'il joue D4, alors on va contester les pions centraux par D6 sans tarder. On s'aperçoit déjà que ce pion C5 va avoir du mal à tenir, alors que ce pion a quand même coûté 2 temps aux blancs. C'est pour ça que c'est une ligne qui n'est pas très dangereuse pour les noirs. En général, les blancs préfèrent commencer par fou C4, mais après E6, ils ont de toute façon intérêt à jouer cavalier C3, même si ce coup implique un sacrifice de pion. Quels sont les autres choix des blancs dans cette position? On n'a pas intérêt à échanger en D5, puisque ça permettrait aux noirs de rapprocher le pion E6 du centre. En plus, les blancs se priveraient de la paire de fous. Si les blancs ne veulent pas se lancer dans la ligne critique et ne pas sacrifier de pion, il faut protéger le pion C5 en jouant D4. Mais les noirs ici ont plusieurs moyens de lutter contre le centre des blancs. Ils peuvent jouer D6, mais ils peuvent aussi jouer B6 pour contester le pion C5 en utilisant un pion qui n'est pas au centre. L'idée, c'est d'échanger le pion B contre le pion C pour ensuite avoir un avantage numérique au centre. Le deuxième objectif à miner, ce sera évidemment le pion E5 plus tard, une fois qu'on se sera débarrassé de celui-là. Ce n'est pas très réjouissant pour les blancs. Donc en général, ceux qui jouent cette variante, c'est pour agresser l'adversaire en utilisant le gambit qui commence par cavalier C3. Nous voici dans la position de départ de cette ligne qui peut être dangereuse. Pour l'étudier,
je vous propose d'analyser en détail une partie qui s'est déroulée en 92, que je considère comme une partie de référence, entre Tony Kirovski et Vlatko Bogdanovski. Cette partie reprend une idée vraiment essentielle qui a été introduite pour la première fois par Viktor Korchnoi dans les années 50 et qui a mis à mal cette variante pour les Blancs. L'idée des Blancs est dangereuse si on ne connaît pas la réfutation introduite par Korchnoi. En mettant sous pression le cavalier de la Lukine, les Blancs veulent forcer les Noirs à échanger en C3, quitte à sacrifier le pion C5. L'idée, c'est qu'après fou prend C5, qui arrivera après l'échange en C3, les Blancs amèneront leur dame en G4 pour taper sur le pion G7 qui sera alors sans défense. Ce coup forcera les Noirs à s'affaiblir, et les Blancs comptent là-dessus pour obtenir l'initiative. Si on connaît bien, on n'a pas à avoir peur de ce plan avec les Noirs. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer lâchement C6 ici, parce que ça créerait tout simplement un trou béant en D6 et les Blancs pourraient en profiter tout de suite par cavalier E4, suivi de cavalier D6 échec, et ils obtiendront un net avantage. On sera obligé de se séparer de notre fou de case noire et on se retrouvera avec de gros trous sur case noire. Donc allons-y. Après cavalier C3, rentrons dans le gambit. Cavalier prend C3. Dans la partie qui nous intéresse, Kirovski a continué par D prend, qui est la suite la plus active et la plus agressive. Je vais montrer rapidement comment on peut défendre sur B prend, parce que les Blancs ont là aussi une idée derrière la tête. La première chose à faire, c'est d'accepter le pion, mais après D4, là, il faut jouer un coup contre-intuitif, mais tout à fait logique. Étant donné que de toute façon, les Blancs vont continuer par Dame G4 pour attaquer le pion G7. Il faut replier le fou en F8. Tout simplement. On va être un peu à l'étroit pendant quelques temps, mais après tout, on n'a aucune faiblesse. On n'a pas envie de jouer G6 et d'affaiblir nos cases noires. Dans une partie jouée par Sergaïev en 91, les Blancs ont continué par Dame G4 et Sergaïev a répondu par D5, ce qui montre que dans cette position, les Noirs ont vraiment des ressources défensives suffisantes. Évidemment, les Blancs n'ont pas intérêt à prendre en passant parce qu'ils renonceraient à leur fort pion E5, donc fou D3 est le plus logique, et maintenant, il faut être précis et commencer par échanger ce fou qui va être très fort et qui va évidemment nous empêcher de roquer du petit côté parce que sinon, il y aurait une attaque dévastatrice sur cette diagonale. C'est pour ça que B6 est le plus précis dans cette position. On n'a pas à avoir peur de coups comme fou G5 parce qu'on va répondre Dame D7. On garde notre fou de case noire pour le moment parce qu'il faut défendre G7. Et quel est le plan des Noirs? C'est un plan préventif. On va échanger ce fou pour désamorcer les chances d'attaque des Blancs, donc on va jouer fou A6. Et une fois que ce fou aura été échangé, on va chasser celui-là en jouant H6, puis on jouera G6 et on se recyclera en G7 avec notre fou. On ne sera même pas obligé de roquer du petit côté. Ça sera une possibilité, mais elle surviendra si on se sent suffisamment en sécurité du petit côté. Et au bon moment, une fois que toutes ces mesures auront été prises, on pourra jouer ce coup C5, qui sera un début de libération. Et dans tout ça, on aura quand même toujours notre pion de plus. C'est pour ça que D prend C3 est plus agressif. Le fou va se développer rapidement. Il ne faut pas se tromper maintenant. Si on prend directement en C5, alors Dame G4 gagne un temps sur le pion G7 et le plan des Blancs va s'accomplir. Donc après D prend C3, on va d'abord jouer cavalier C6. Quelle est l'idée de ce coup intermédiaire? Les Noirs vont quand même gagner un pion puisque ils attaquent le pion E5 avec le cavalier, en plus d'attaquer C5 avec le fou. À cause de cette menace sur le pion E5, les Blancs n'ont pas le temps de jouer Dame G4. Et comme ils ont envie de jouer Dame G4, ils ne vont bien sûr pas jouer cavalier F3 ici. Parce qu'après cavalier F3, là on pourrait se servir en C5, et étant donné que la dame ne peut plus se transférer sur l'aile roi, la compensation des Blancs est loin d'être évidente. Par conséquent, si les Blancs veulent se garder la possibilité Dame G4,
ils doivent défendre le pion E5 avec le fou plutôt. C'est bien sûr le pion E5 qu'il faut défendre parce que c'est lui qui maintient les noirs à l'étroit et pas le pion C5. Les noirs, logiquement, se servent et gagnent un pion. Mais après dame G4, on a l'impression que les blancs réalisent leur plan. Ils gagnent un temps sur le pion G7 non protégé et semblent forcer les noirs à se défendre de manière passive en s'affaiblissant. Mais il n'en est rien, c'est tout le contraire. La présence de ce cavalier change tout et apporte une nuance essentielle, qui permet une réaction brutale. Cette réaction brutale, c'est G5. C'est ce coup-là qui est considéré comme la réfutation de la vente de chasse, et c'est à cause de G5 que cette ligne n'est plus jouée à haut niveau depuis un bon moment déjà, depuis que Victor Korchnoi l'a jouée dans les années 50 pour la première fois. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est simplement de dévier la dame et le fou de la défense de ce pion E5. Alors on pourrait se dire, la prise en G5 n'est pas du tout obligatoire, on peut reculer le fou. Mais dans ce cas-là, c'est bien pire, parce qu'il va y avoir un enfermement de pièces. Et pour ça, il suffit de jouer H5. C'est assez simple à trouver. Le pion G5 ne peut pas être pris, il est défendu par la dame évidemment, donc ça force la dame à reculer. Si la dame vient en F3 par exemple, eh bien c'est le fou qui va se retrouver enfermé, il n'a plus de cases. Et si la dame vient en H3, pour clouer le pion sur la colonne H, ce qui voudrait dire qu'après H4, le pion ne pourrait pas prendre à cause de la tour qui est derrière, eh bien là, ce n'est pas H4 qu'on jouerait, mais G4. Et les blancs vont perdre bien plus que le fou, puisqu'après dame H4, il suffit de replier le fou en E7 pour enfermer la dame. C'est pour ça qu'après G5, les blancs sont obligés de prendre en G5. Mais de quelle manière ? Avec le fou ou avec la dame ? J'ai vu pas mal d'amateurs, jusqu'à un classement assez élevé, jouer dame prend G5 ici. En fait, la seule prise correcte, c'est fou prend G5, c'est celle de la partie, celle qu'on va étudier. Pourtant, après dame prend G5, fou prend G5, on a l'impression que les noirs ne peuvent pas prendre le pion E5 à cause de la fourchette fou F6, qui gagne soit le cavalier, soit la tour. Mais en réalité, le cavalier attaque le fou C4. Et après cavalier prend C4, fou prend H8, il gagne même le pion B2. Si on fait les comptes, les noirs ont gagné assez de matériel pour la tour. Un fou et deux pions, c'est largement assez. Et il suffit de regarder la position pour se rendre compte qu'ils ont un gros avantage en fait. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont un gros avantage ? La structure de pions tout d'abord. Les pions blancs sont fragilisés définitivement, alors que les pions noirs forment une structure très compacte. Ces faiblesses vont donner de magnifiques cases au cavalier, en particulier la case C4, sans parler de la case D3 évidemment, qui crée une menace directe. Et il y a encore pire, les noirs, dans l'histoire, ont gagné la paire de fous, alors que la position est ouverte. Ça veut dire que ce fou C8, qui se retrouve sans rival depuis tout à l'heure, va pouvoir s'en donner à cœur joie sur la grande diagonale. On se dirige vers un massacre positionnel. Donc après G5, la moins mauvaise des prises, c'est fou prend G5. Toute l'idée des noirs repose sur leur prochain coup qui est la pointe du coup G5. Par contre, attention, il ne s'agit pas de prendre basiquement le pion E5, parce que les blancs répondraient tout simplement dame H5, la dame noire resterait attaquée par le fou, on serait donc obligé de replier l'autre fou en E7, étant donné que le pion F7 est cloué. Mais après fou prend E7, il y aurait tout simplement une découverte sur notre cavalier qui est resté sans défense. Les blancs se retrouveraient donc avec une pièce de plus. Non, l'idée de G5, c'était, après fou prend G5, de continuer par tour G8, qui crée un clouage sur le fou. Et soudain, les blancs sont obligés de rentrer dans une finale en acceptant l'échange indirect des dames, c'est-à-dire en prenant la dame en D8 et en acceptant que les noirs répondent tour prend G4. En effet, si les blancs protègent leur fou qui est attaqué deux fois avec H4, il y a tout simplement H6, et le fou se retrouve sous pression, donc de toute façon, il devra prendre la dame en D8. Je précise quand même que le fait d'intercaler ces coups H4, H6 est un tout petit peu meilleur pour les blancs, parce que dans certaines lignes,
ça va permettre de faire coulisser la tour en H3. Cela dit, ça apporte des nuances vraiment minimes. Je ne vais donc pas m'étendre sur ces positions puisque les plans sont globalement les mêmes que ceux de la partie. Dans la partie, justement, après tour G8, les blancs se sont résolus à prendre la dame en D8 et à rentrer dans la finale dont nous avons parlé. Tout de suite, il y a un premier problème pour les blancs, ils ont leurs 2 fous en prise. Par conséquent, le prochain coup est forcé, c'est fou E2 qui contre-attaque sur la tour. On ne peut pas dire que ce soit un coup débordant d'activité, mais c'est le seul. Les noirs, par contre, ont le choix dans cette position. Le coup évident ici est tour prend G2, c'est le coup de la partie, mais les noirs disposent d'autres possibilités qui ont été peu testées, voire pas du tout. J'y reviendrai à la fin de la vidéo parce que ce sont vraiment des alternatives intéressantes qui offrent de très bonnes perspectives. On va regarder ce qui s'est passé après tour prend G2 de Bogdanovski, coup principal. Les noirs jouent de manière directe et menacent de s'en prendre au pion F2 désormais. Cependant, les noirs vont devoir faire attention à ne pas donner trop de contre-jeu aux blancs. On va voir que dans la partie, ils ont eu chaud d'ailleurs. Les blancs ont évidemment sauvé leur fou D8 en prenant le pion C7. En faisant ça, ils protègent le pion E5 qui était sous pression à cause du cavalier. Et on se rend compte que l'activité des pièces blanches combinée à la présence de ce pion en E5 leur donne un petit peu de jeu. Par conséquent, avec les noirs, il faut vraiment garder une chose en tête. Finissons notre développement avant tout et ne courons pas après les pions, du moins pas pour le moment, parce que F2 et E5 resteront de toute façon des cibles. Je montre ici une erreur à ne pas commettre. Ce serait fou prend F2 échec, par exemple. Pourquoi ce serait une erreur? Parce que les blancs pourraient répondre roi F1 et soudain ils vont gagner la paire de fous. On est obligé de jouer tour prend G1 et après roi prend F2. On doit être très vigilant. C'est exactement ce que les blancs veulent dans cette position. Les cases noires sont devenues un vrai gruyère puisqu'on a lâché le fou de case noire. Et les noirs vont devoir faire très attention aux infiltrations sur la colonne G. Même si on a l'impression de pouvoir gagner le pion E5 en jouant tour G5, en réalité on est très mal. Les blancs peuvent répondre par exemple fou D6 pour bien contrôler les cases F8 et E7, ce qui peut créer des réseaux de maths dans certaines variantes. Cavalier prend E5 et maintenant tour G1 pose un gros problème aux noirs. Si on échange les tours, alors on voit l'idée des blancs. C'est de menacer mat en G8, donc cavalier G6 est pratiquement forcé, mais à ce moment-là, les blancs répondent H4 et renouvellent la menace. Les noirs se retrouvent vraiment sous pression, et même si les noirs arrivent à parer le mat, ce qui est quand même faisable, on ne peut plus empêcher la tour de rentrer en G7. En plus de ça, B6 pour essayer de libérer ce fou est complètement impossible puisqu'il y aurait fou F3 et la tour A8 n'aurait plus de cases. Donc on n'a aucun moyen de se libérer dans des positions comme ça face à la paire de fous. C'est instructif. Dans cette position de la variante, après tour H G1, on peut bien éviter l'échange des tours en jouant tour F5 échec, mais après roi E3, le problème reste intact pour les noirs. Il y a toujours cette menace tour G8 échec qui force cavalier G6. Les blancs peuvent répondre tranquillement par C4. C'est une des possibilités. Ça garde la case D5. Par conséquent, ça évite toute idée à base de tour D5 qui s'en prendrait au fou. Et au prochain coup, les blancs vont jouer H4 encore une fois, ce qui va complètement enfoncer la position des noirs. Revenons à cette position, vous l'aurez compris, elle est critique. Cela veut dire que le prochain coup des noirs va déterminer qui aura l'initiative. Si on s'obstine à gagner un pion en prenant le pion F2 mais avec la tour cette fois et non pas avec le fou, alors les blancs, là encore, vont obtenir suffisamment de compensation par cavalier F3 et la suite de leur plan sera cavalier D2, cavalier E4 qui gagnera un temps sur une de ces deux pièces et on voit le problème, le cavalier se dirige vers les trous qui sont sur case noire. C'est problématique. Ça se défend avec les noirs, mais ce n'est pas confortable. Par conséquent, le mot d'ordre, c'est le développement avant tout, ce qui veut dire que dans cette position, il faut
jouer le pion B pour laisser ce fou se développer. La meilleure case pour ce fou, c'est B7, et de toute façon, le pion D ne peut pas bouger, puisque la case D6 est suffisamment contrôlée. Dans la partie, les noirs ont choisi de développer leur fou en jouant B6, ce qui semble le coup naturel finalement. Mais il y a beaucoup plus actif. On peut jouer la même idée en jouant B5. Quelle est la différence? Eh bien, en B5, le pion ne gênera pas le fou qui pourra se replier en B6. Ça apporte une nuance essentielle. Le fou pourra ainsi rester sur sa meilleure diagonale. Autre nuance importante, en B5, le pion contrôle C4. Vous allez me dire, mais on donne tout simplement le pion B5 ici. Non, parce que maintenant on peut prendre en F2 avec la tour. Le cavalier blanc ne peut plus se développer sur sa meilleure case, et en prenant en F2, on menace d'enchaîner avec tour prend B2. Et là, ce sont les pièces noires qui sont les plus actives. S'ils veulent empêcher la prise en B2 tout en se développant, les blancs sont obligés de jouer cavalier E2, ce qui n'est pas la meilleure case pour leur cavalier. Et les noirs ont le temps de réorganiser leurs pièces avec cavalier E7 par exemple, tour D1, imaginons, pour retarder fou B7, étant donné que le pion D7 se retrouve sous pression. Et les noirs ici peuvent continuer par tour G2 pour pouvoir jouer fou B6 au prochain coup et proposer l'échange de ce fou. Si jamais les blancs sont obligés de se séparer de ce fou, les noirs ne seront plus sous pression sur case noire. On pourrait imaginer ici tour D3, fou B6, et si les blancs refusent d'échanger les fous, par fou D6 par exemple, et bien maintenant c'est le cavalier qui vient en F5 et qui menace de s'échanger en D6. Donc ça c'est une des clés de la position, l'échange du fou de case noire des blancs. Dans la partie, au lieu de B5, Bogdanovski a continué par B6, qui est une imprécision positionnelle parce que maintenant, les noirs n'ont plus la case de repli pour leur fou, et les blancs auraient pu en profiter en jouant le coup énergique B4. Les noirs auraient alors été obligés de se séparer de leur paire de fous. En effet, fou E7, qui semble logique si on veut garder le fou de case noire, se heurte à fou F3. Les blancs occupent en premier cette grande diagonale avant que les noirs n'aient le temps de placer leur fou en B7. Ils gagnent un temps sur la tour, et au prochain coup, ils vont jouer B5 et vont gagner une pièce parce que le cavalier est tout simplement cloué. Donc après B4, les noirs auraient été obligés de prendre en F2, mais après roi F1, tour prend G1, échec, roi F2, on rentre dans les mêmes problèmes que ceux qu'on a vus tout à l'heure. En échange d'un pion, les blancs ont gagné la paire de fous. Ils menacent d'échanger cette tour et de s'infiltrer sur la colonne G, ce qui serait un désastre. Les trous sur case noire permettent aux blancs de créer des menaces redoutables, avec fou D6 notamment. C'était un des derniers tournants de la partie, parce qu'après B6, les blancs ont simplement joué cavalier H3, coup bien compréhensible pour défendre F2, mais en faisant ça, ils ont permis aux noirs de finir leur développement, donc fou B7, et au prochain coup, on est prêt à jouer tour C8, ce qui va forcer le fou à revenir en D6 où il se fera échanger. Même sur un coup comme B4, on aurait le temps de jouer tour C8 d'abord. La partie a continué par fou F3, tour G8, grand roc, et les blancs ont fini leur développement. À partir de là, je vais être un petit peu plus rapide dans les analyses. Si vous voulez le détail des variantes, vous pouvez aller consulter le fichier de la partie commentée en cliquant sur le lien que j'ai mis en description. Il vous renverra à ma bibliothèque consacrée à la défense harlequine. Les noirs ici avaient l'occasion de se débarrasser de ce fou F3 qui pour le moment est la meilleure pièce des blancs, et pour ça, il fallait jouer cavalier D8. C'est important de neutraliser en priorité les pièces les plus actives de l'adversaire. Au lieu de ça, Bogdanovski a continué par tour C8, qui reste un bon coup, puisque ça force l'échange d'une autre pièce qui nous dérangeait, à savoir le fou C7. Mais attention, parce qu'après fou D6, fou prend D6, qui a été joué dans la partie, E prend D6 donne temporairement un avantage d'espace au blanc, puisque ce pion contrôle une case importante. Le roi noir est quand même à l'étroit. Ça peut faire penser à des motifs de mat sur la 8e rangée.
C'est à ça que les noirs doivent faire attention encore. Les noirs ont continué par cavalier A5, pensant forcer l'échange. Mais à cause des motifs de mat dont on a parlé tout à l'heure, les blancs avaient l'occasion de placer tour H G1, coup intermédiaire qui menace le mat du couloir. Les blancs ont raté le coche, ils n'ont pas vu ça. Les noirs sont obligés d'abandonner la colonne ici. Si on joue tour prend G1, c'est même pire, puisque tour prend G1 crée une menace de mat. On n'a pas le temps de jouer F6, puisqu'il y aurait l'échange en B7, et après cavalier prend B7, tour G8 échec crée une enfilade sur la tour C8 qui ne serait plus défendue. Roi F8 est donc forcé, mais maintenant arrive cavalier G5. Et les noirs sont perdus. On n'a pas le temps de prendre en F3, à cause de cavalier prend H7 échec suivi du mat en G8. Donc après un coup comme tour H-G1, on aurait été obligé de jouer roi F8 ou tour H8, ce qui n'est pas réjouissant. Tour H8 est le plus précis. Après cavalier A5, les blancs ont échangé de manière automatique. Alors peut-être qu'il y avait déjà un Zeitnote, ici. Et après cavalier prend B7, les noirs ont résolu tous leurs problèmes. Et ils vont s'en prendre maintenant très rapidement au pion D6. Ce pion ne peut plus être suffisamment défendu, puisque prochainement, les noirs vont continuer par tour C6. Tôt ou tard. Évidemment, il faut d'abord mettre le roi en sécurité. C'est pour ça qu'après tour G1, tour prend G1, tour prend G1, les noirs ont joué roi F8 pour parer le mat. Ils ont préféré ne pas prendre le pion parce qu'il y aurait eu tour G7, avec vengeance sur le pion H7. Donc roi F8 empêche l'intrusion en G7. Les blancs ont continué par cavalier G5 pour s'en prendre au pion H7. Mais en fait, après F6, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le prendre, ce pion H7. Parce que cavalier prend H7, roi F7 mène à l'enfermement du cavalier. Il n'a plus de case. Il ne peut plus se replier et au prochain coup, les noirs vont jouer tour H8 et capturer cette pièce. Donc après F6, les blancs sont obligés de jouer cavalier E4. Les noirs ont continué par roi F7. Leur plan est simple maintenant. Ils protègent d'abord le pion F6. Ils vont continuer par H6 pour bien garder la case G5 et éviter que le cavalier y retourne. Et comme ça, on pourra continuer par F5 pour chasser le défenseur de ce pion. Et le pion D6 est perdu. Les blancs ne peuvent déjà plus rien faire contre ce plan. Donc là, l'avantage noir est décisif. On peut dire que les blancs ont raté le coche plusieurs fois et n'ont pas profité des imprécisions des noirs. On peut dire que c'est une partie qui est instructive par ces imprécisions-là. Ce n'est pas une partie exemplaire. Les blancs ont essayé de défendre le pion avec tour D1, mais c'est peine perdue. Tour C4 s'en prend au cavalier. F3 pour le protéger. H6 poursuit le plan des noirs dont nous avons parlé juste avant. Tour G1. Le pion D6 est de toute façon perdu, on l'a compris, puisque le défenseur va bientôt se faire chasser. F5. Cavalier G3 et maintenant cavalier prend D6. La position blanche s'écroule petit à petit étant donné que le dernier verrou qui mettait les noirs un petit peu à l'étroit a disparu. La partie ne va plus durer très longtemps. Cavalier H5 pour tenter une intrusion en G7 avec la tour. Cavalier 8 couvre la case. Les blancs n'ont aucun contre-jeu en réalité. Tour G2, tour H4, cavalier G3, cavalier F6. On redéploie le cavalier. Roi C2, tour F4. On s'en prend maintenant aux faiblesses de la structure de pion. Tour F2 et maintenant cavalier G4. Fini en pratique la partie. Les blancs vont forcément perdre un pion supplémentaire. C'est pour ça qu'après tour D2, cavalier E5, qui protège bien D7, les blancs ont tout simplement abandonné. Le pion F3 va être perdu. Ça va faire 2 pions de moins, sans aucune compensation. Pour être le plus complet possible, je vais revenir à cette position de la variante qui est critique, pour parler des alternatives que j'ai évoquées au début. Dans la partie, les noirs ont continué par tour prend G2 ici. On l'a vu, c'est parfaitement jouable, à condition d'être prudent. Mais il y a d'autres coups qui sont très forts et qui méritent d'être approfondis parce qu'ils n'ont pas beaucoup été joués. Il y a tout d'abord tour E4, qui cloue le fou et qui mène au gain du pion E5. Après fou prend C7, cavalier prend E5,
Les blancs doivent même faire attention à la menace cavalier D3 échec, suivi de la prise en F2. Le plan des noirs ici, c'est, le temps que les blancs parent cette menace, de continuer par B6, ou même B5, comme on l'a vu dans la partie, suivi de fou B7, avec un développement harmonieux des pièces, plus aucun problème d'espace, contrairement à la partie qu'on vient d'analyser. La grosse différence, c'est qu'ils ont au passage cueilli le pion E5. Il y a une alternative encore plus agressive après fou E2, qui est cavalier prend E5 directement. On sacrifie la qualité, et en vérité, les blancs n'ont pas trop intérêt à l'accepter, ils ont plutôt intérêt à transposer dans ce qu'on vient de voir en jouant fou prend C7, tour E4, parce que dans cette position, s'ils prennent la tour, les noirs ont encore mieux que cavalier prend G4, ils ont cavalier D3 échec, coup indiqué par Stockfish, et après roi D2, cavalier prend F2, les blancs ont 3 pièces en prise. La tour, le fou, et le fou D8. Les noirs vont récupérer un des deux fous, mais pas la tour parce que le cavalier se retrouverait enfermé, donc attention à ne pas se tromper. Le meilleur coup des blancs serait encore fou prend C7, mais après cavalier prend G4. Les noirs ont gagné la paire de fous. Ils vont pouvoir continuer par B6, fou B7 avec un fou absolument monstrueux sur cette diagonale. Une bonne coordination des pièces, en particulier de la paire de fous. Et pour tout ça, ils ont sacrifié très peu de matériel, puisqu'en échange de la qualité, ils ont quand même gagné un pion. Vous voyez, donc cette variante-là mérite vraiment d'être explorée. Et les blancs n'ont pas trop intérêt à la jouer, parce que vraiment les possibilités noires sont trop nombreuses. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, en attendant de poursuivre cette playlist sur la défense harlequine.